Merci beaucoup. Donc, je vais commencer moi aussi par remercier les organisateurs et passer tout de suite à ma communication. Je partirai du chapitre 7 du Gargantua qui précise donc dans son titre comment le nom fut imposé à Gargantua et comment il humait le Pio. Ce titre bipartite, le premier de ce type dans le récit, combine deux interrogatives où la diathèse active succède à la passive. Il annonce un mode de déploiement où alternent les réactions de l'enfant et celles des adultes. Ainsi s'opère, dès le début, la rencontre entre l'observation du jeune enfant, qui est à la fois un nourrisson comme les autres, il crie pour demander à boire, et un individu singulier, il crie vraiment à boire, et le débat sur les principes éducatifs qui conduit à l'érection artificielle au mépris de la chronologie du récit, du diptyque des chapitres 21 à 24. C'est cette dynamique d'ajustement entre l'enfant et les adultes qui rend cohérente entre elles les trois préoccupations que sont le tableau de l'enfance, le récit de formation et le débat pédagogique, et qui justifie les innovations dont le prince bénéficie à capacité exceptionnelle, éducation inédite. Tandis donc qu'au conflit générationnel entre les modèles chevaleresques et humanistes s'ajoute la polémique antiscolastique, l'inscription des débats pédagogiques dans le récit induit une célébration diplomatique du prince comme humaniste en puissance, incarnation et non prétexte de l'idéal à promouvoir. Alors c'est donc cette constitution de la figure du prince humaniste qui m'intéressera dans la façon dont le jeune Gargantua se fait acteur de sa propre éducation. Je vais donc partir des dispositions intellectuelles de l'enfant dont on parlait tout à l'heure et m'attacherai au travail sur les verbes. Les verbes, en effet, jouent un rôle essentiel dans ces chapitres, en tant que, et ça commandera mon plan, unité lexicale, offrant matière à bons mots, en tant qu'élément de liste et en tant que constituant, organisateur du discours sur l'éducation. Je commence donc par quelques verbes importants, avoir, être, faire, auxquels s'ajoute le verbe dire, pour parler des mots du prince. Les verbes interviennent d'abord en tant que support de jeux lexicaux, en particulier les plus courants d'entre eux, avoir, être et faire. Gargantua est dès sa naissance un prince qui parle et qui s'impose par sa maîtrise du langage. Les trois calembours qui président à l'imposition des noms de Gargantua, chapitre 11, chapitre 7, de la Beauce, chapitre 16 et de Paris, chapitre 17, font ainsi émerger la parole du prince. Il n'est d'abord qu'objet et destinataire du discours, puis spectateur, et enfin auteur des faits qu'il commente. Celui qui préside à l'imposition du nom de Gargantua, que grand tu as, est mis en valeur par la répétition du verbe avoir en emploi subduit. Donc comme verbe support, il devait avoir par ce le nom Gargantua, et comme auxiliaire, puisque telle avait été la première parole de son père à la naissance. Dans ce passage se joue la double reconnaissance de l'identité du géant et d'une filiation. Si l'exclamation du père ne fait que remotiver son propre nom, avoir grand gousier, c'est être le fils de son père, le nom de Gargantua intégrera désormais l'émerveillement de cette reconnaissance et son énonciation exclamative et allocutoire, où le tutoiement inscrit pour toujours la possibilité d'un dialogue. S'ensuit à travers des verbes variés la considération de ce qui appartient à l'enfant. Et là, il va y avoir une alternance entre ce qui lui est donné par la décision des adultes, une belle charrette à bœufs, puis une livrée. Dans le chapitre 8 en particulier, les constructions passives sont relayées par le verbe avoir. Je vous ai donné donc quelques exemples de cela. Et ses particularités propres, physiques et humorales, un grand gosier, 18 mentons et une complexion merveilleusement flegmatique des fesses, comme on l'a vu, puis les membres décelables sous les replis de sa livrée. Dans le chapitre 12 à présent, se révèle le sens de la répartie du prince. Et ce chapitre va de ce qui appartient à l'enfant du point de vue des adultes, des chevaux factices, des jouets, à ce qu'il possède de son point de vue à lui, c'est-à-dire de vrais chevaux, encore en utile 10 ou 12 à relais et 7 pour la poste, ou encore je l'ai eu de Francfort, dit-il à ses visiteurs. Et après un dialogue qui joue sur les emplois subduits du verbe avoir, dans la remotivation de l'expression lexicalisée avoir le moine, prolongée par la construction à verbe support avoir matière à, on arrive à la reconnaissance par les adultes d'une qualité cette fois intellectuelle de l'enfant, vous avez la bouche fraîche. Cette formule consacre l'enfant non plus comme le chevaucheur que les adultes voulaient faire de lui, mais comme le causeur et le jaseur,
qu'est, par-delà le modèle chevaleresque, un prince humaniste, machiavélien, expert en simulation et dissimulation. Grand gosier et bouche fraîche, Gargantua commence donc très tôt à surprendre les adultes sur le mode de l'avoir qui annonce une façon d'être. Il n'est plus seulement un gosier qui boit, mais une bouche qui parle et la promesse d'une éloquence royale. Le chapitre 16, à présent, donc, fait apparaître un titre tripartite qui associe la diathèse passive pour Gargantua à la présentation de la jument, ensuite, et la diathèse active pour la jument. Il va dans le même sens. Ici succède d'abord une description dominée par le verbe avoir, insistant sur les biens de Gargantua, la jument et les brodequins, et sur ce qu'a la jument et que tout le monde n'a pas, une robe alezan et une grosse queue. Puis, ensuite, vient le récit des prouesses de la jument, où Gargantua n'est que spectateur, et enfin sa prise de parole fondatrice, qui fait de lui le principal acteur de l'événement central du chapitre, non annoncé par le titre, l'imposition du don de la Beauce. Dans la construction passive dont fut depuis appelé ce pays la Beauce, cette parole est donnée comme fondatrice par le relatif de liaison. Elle répond au passif qui concluait l'intervention de la jument, mais fut tout le pays, réduit en campagne, en inscrivant dans le langage une modification accidentelle du paysage. Elle efface les agents du procès au profit de l'origine du nom et met en valeur le caractère définitif de l'intervention du géant par l'aspect accompli du verbe. L'auxiliaire être est aussitôt relégué par un autre emploi du verbe être, comme copu, dans la formule tout leur déjeuner, fut par bailler, qui remotive la formule lexicalisée bailler aux mouches en l'absence de mouches. Le prédicat ici a valeur d'événement et la même scène va se rejouer au chapitre suivant avec un titre bipartite qui n'exploite plus que la diathèse active, avec le calembour qui fonde le nom de la ville de Paris, ce ne sera que Paris. Dans ce chapitre 17, dominé par de nouveaux emplois du verbe être, on trouve vraiment tout ce qu'il faut dans ce chapitre sur ce verbe, s'impose la saillance nouvelle de la figure de Gargantua, à travers notamment le tour passif, fut vu de tout le monde en grande admiration, qui thématise le sujet sans même qu'il soit exprimé. Et il est ensuite mis en valeur par les locatifs. Son pouvoir de nomination est mis en valeur aussi dans les tours attributifs, qui scellent le baptême des Parisiens, et dans les gloses explicatives corollaires. La capacité du jeune géant à modifier le monde s'affirme enfin par le verbe faire, et ceci c'est au chapitre 12, dans la déconstruction du projet de fabriquer un chevalier, à l'aide de chevaux factices, justement. Le verbe est d'abord employé dans son sens plein, l'on lui fit un beau grand cheval de bois, puis le verbe faire est aussitôt réaffecté, comme semi-auxiliaire dans des tours factitifs, lequel il faisait penader et lui faisait changer de poil, ce qui dote l'animal d'une vie non plus factice mais fictive. Puis il est employé comme proforme verbale, dans la parenthèse satirique sur le formalisme monastique, comme font les moines, etc., puis repris dans son sens plein, avec un sujet référent au géant, lui-même fit un cheval, etc. Il y a aussi une redistribution des prépositions. Les compléments de matière, donc un cheval de bois, passent du statut de complément nominal à celui de circonstant, complément de moyen ou d'origine, tandis que le cheval est destiné à des usages donnés pour réels, la chasse, la chambre, etc., ce qui institue Gargantua en auteur d'un monde fictif où il est déjà chevalier. Les qualités du prince vont s'affirmer dès lors en décalage à l'égard de la chevalerie, par la maîtrise verbale de la famille du mot cheval, et non plus par la maîtrise des chevaux eux-mêmes. Il y a donc dans ce chapitre une syllabse de sens sur le diminutif chevalet, petit cheval et support de bois, et de part et d'autre vont s'opposer le beau grand cheval de bois donné par les adultes. Donc la formule reflète un jugement évaluatif qui est en fait prêté à l'enfant par les adultes, peut-être se trompe-t-il, et d'autre part le bon petit chevalet que lui donne aux adultes, en vertu d'une appréciation cette fois condescendante, d'écuyer patenté et de géant. D'autre part, aux extrémités du chapitre s'oppose aussi le bon chevaucheur qu'il était censé devenir et les mauvais chevaucheurs qu'il voit dans ses visiteurs tomber du cheval de bois. Le dernier tour factitif du chapitre consacre l'intervention du prince dans le monde des adultes par le rire, les firent rire comme un tas de mouches. Gargantua s'avère ainsi un champion de l'auxiliation, un maître en préposition, un manipulateur de mots. Cette triple compétence reflète sa capacité à agir indirectement sur le monde en combinant la force et la ruse, la prouesse et la maîtrise du langage. Dans la vie très horrifique du grand Gargantua, par rapport aux faits et prouesses épouvantables de Pantagruel ou aux merveilleux faits d'armes des grandes et inestimables chroniques, les dits importent au moins autant que les faits.
C'est ce que confirme aussi l'invention du torche-cul, bien sûr, ainsi que plus généralement le rôle joué par les verbes dans l'organisation de cette matière verbale proliférante que constitue la liste. Je passe donc à ma deuxième partie sur les verbes en liste. 3 listes vont me retenir. La liste d'expressions proverbiales qui décrit la prétendue adolescence de Gargantua, c'est au chapitre 11. La liste de compléments intraprédicatifs de moyens du verbe se torcher, qui est mobilisé pour l'invention du torche-cul, c'est le chapitre 13. Et la liste de verbes mis en œuvre dans la formation du géant, parmi lesquels je retiens la plus longue, celle du chapitre 23. Dans ces listes, c'est l'exploitation de la valeur aspectuelle des temps verbaux qui dote Gargantua d'une épaisseur temporelle, d'une histoire et d'une implication qui magnifie le projet humaniste comme un puissant révélateur des qualités naturelles du prince. Les verbes constitutifs de ces listes apparaissent tous à la forme conjuguée et le fait me paraît notable dans le cas de la liste de proverbes, puisque c'est sur ce choix que repose au fond la remotivation dont ceux-ci font l'objet. Elle est mise en valeur au début du chapitre 11 parce qu'elle fait suite à une série d'infinitifs décrivant la discipline convenante au petit enfant, et cette discipline, c'est à boire, manger et dormir, à manger, dormir et boire, à dormir, boire et manger. Elle en brise au fond la circularité en décrivant cet âge de la vie généralement abandonné aux nourrices, et c'est ce que déploraient les humanistes. Il la décrit donc comme une période exploratoire riche, propice aux expériences avec lesquelles l'invention du torche-cul et les autres apprentissages seront en continuité. La rupture entre les deux modes traduit ainsi la fracture qui se fait alors au sein de l'idée de discipline convenante à cet âge. Cet âge qui est saisi, comme on sait, de façon militante, dans sa dimension incoative, dans la perspective d'un progrès, par le terme impropre d'adolescence. Ce passage annonce l'émergence du souci d'une institution précoce de l'enfant, au cœur des représentations traditionnelles, celles qui sont perpétuées par le commandement de son père, et par là l'attention portée à ses activités fait exploser le cadre du récit de formation. On sait en outre que Rabelais transpose ici à la petite enfance des groupes verbaux lexicalisés qui sont usuellement appliqués à des incongruités d'adultes, mais qui en fait s'adaptent littéralement aux activités de l'enfant. Les enfants font plus ou moins vraiment cela. La valeur itérative de l'imparfait, renforcée par les compléments de temps, il y en a quelques-uns, toujours ordinairement tous les matins, donc fait restreint à l'extensité des groupes nominaux, au rebours de la valeur universelle qu'ils ont dans les proverbes. Et on va ainsi glisser, entre autres choses, du bestiaire métaphorique, par exemple dans la formule « écorcher le renard », au petit chien, formule finale, le petit chien de son père, dont il partage la pitance, comme tout enfant de cet âge a un jour été tenté de le faire. C'est à leur niveau, et en général, ils se précipitent sur l'écuelle du chat quand on les lâche dans une pièce où il y a un chat ou un chien. Ce passage définit comme un habitus du petit enfant ce dont les proverbes font un accident de l'âge adulte. Inversement, l'invention du torche-cul va constituer un événement qui est marqué bien sûr par la répétition du passé simple du verbe se torcher, verbe unique à la première personne qui va justifier d'extraire l'enfant de l'emprise des nourrices, cette emprise des nourrices qui était critiquée par Erasme et traitée plaisamment par Rabelais à la fin du même chapitre 11. Au chapitre 13, c'est la parole de l'enfant qui les évince. Cet épisode du chapitre 13, donc, qui est structuré en récit d'expérience par les connecteurs temporels, est intermédiaire donc, entre l'activité exploratoire spontanée du petit enfant. Oui, je veux bien un micro, effectivement. Est-ce qu'au fond, vous m'entendez ou... Mal. Alors, effectivement, ça s'impose. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Oui, alors très bien. Donc cet épisode, je disais simplement, est intermédiaire entre l'activité exploratoire spontanée du petit enfant et l'éducation humaniste, où de nouveau on retrouvera les mêmes faits, c'est-à-dire la valeur itérative de l'imparfait et des occurrences chronologiquement ordonnées, donc une sorte de synthèse des deux aspects. La pédagogie donc accompagne ici bien quelque chose de naturel chez le prince, des capacités de départ. Si j'en viens maintenant à la méthodologie enfantine qui illustre l'invention du torche-cul, elle est déjà bien sûr, à tous les sens du terme, déjà mise en ordre d'une matière proliférante. Ces listes peuvent rappeler, me semble-t-il, l'insistance d'Erasme dans le De Pueris Instituendis et dans le De Ratione Studii sur la parenté de sa réflexion pédagogique avec le De Copia. Le De Copia, c'est le grand livre où il travaille sur l'amplification. Et justement, donc, il signale le primat du langage sur la maîtrise des choses.
Ces listes, par ailleurs, relèvent de structurations syntaxiques différentes. Donc la liste de proverbes fonctionne par juxtaposition de co-verbaux, conformément en somme à la variété des explorations enfantines. Et en 1542, elle s'amplifie. Vous savez qu'elle a été énormément amplifiée par simple parallélisme de construction. La liste de torche-cul au rebours est régie par un seul verbe et elle met en valeur une logique d'approfondissement, un seul sujet mais traité à fond. Elle s'amplifie par ramification en exploitant non seulement le parallélisme des compléments circonstanciels de moyens, mais la récursivité des compléments nominaux. Le chapitre 23 ajoute enfin au parallélisme une structuration syntaxique qui multiplie les relations hiérarchiques entre forme conjuguée et forme nominale du verbe. C'est un discours de la méthode. Et cette succession peut aussi apparaître comme mimant un processus où l'enfant va de ses multiples activités à de nouveaux objets et à l'institution de soi, par-delà bien sûr l'interlude humaniste. Il faut aussi souligner, me semble-t-il, la continuité qui est servie par le plaisir de ces listes entre le plaisir d'être au monde, qu'éprouve spontanément l'enfant, et le principe pédagogique de la motivation par le plaisir, qui est également recommandé par les traités dont Rabelais s'est inspiré. Cette disposition de l'enfant au plaisir, elle est d'ailleurs présente aussi au temps de l'éducation scolastique, mais un peu gâchée par cette éducation où elle semble tourner à vide. Dans le diptyque sur l'éducation, ce sont cette fois les semi-auxiliaires d'aspect qui vont permettre d'opposer à l'immodération scolastique l'éternel commencement de la découverte. Donc l'immodération scolastique fait apparaître l'excès ou l'absence de durée interne des procès écrits. Donc, d'une part, par l'aspect terminatif d'une activité sans limite, l'or cessait de manger quand le ventre lui tirait, ce qui veut dire qu'il ne cessait pas beaucoup, ou incoatif, d'une activité velléitaire, il commençait à étudier quelque peu alors qu'il est déjà bien tard et ça ne va pas loin. En revanche, dans le modèle humaniste, le renouvellement des propos de table est stimulé par la variété des menus, et cela semble un éternel commencement. Si certains jours, Gargantua et Ponocrates, je cite, commençaient à deviser joyeusement ensemble, parlant pour les premiers mois de la vertu, propriété, efficace et nature de tout ce qui leur était servi à table, sans qu'aucun terme à cet échange nous soit donné, c'est bien en vertu d'une fascination pour les commencements du savoir que rien ne saurait épuiser. La périphrase verbale suggère ici le plaisir et la disponibilité. Il y a d'autre part un écho qui unit le verbe auxilié commencer, morphologiquement, à un complément circonstanciel que vous n'avez pas dans l'exemplier, mais qui introduit le paragraphe au commencement du repas, et sémantiquement, complément circonstanciel que vous avez pour les premiers mois. Ainsi se rencontrent trois rapports au temps, l'emploi du temps de la journée, le projet pédagogique à long terme et le point de vue interne du plaisir et de l'implication de l'élève dans ce qui se veut en somme un programme total. Les listes traduisent ainsi l'épanouissement du prince tel qu'il est vécu de l'intérieur, prenant appui sur les capacités de l'élève, ouvertes sur un renouvellement infini, et en même temps de plus en plus structurées syntaxiquement. Elles illustrent un déploiement ramifié de la découverte qui peut se développer toujours, sans être pour autant dépourvu de bornes au rebours de l'éducation scolastique. J'en viens enfin à ma troisième partie, le discours de la méthode, une affaire de personne. Il y a donc, je le disais, une continuité qui est esquissée entre le tableau de l'enfance et le récit d'éducation, et ceci érige aussi l'humanisme en célébration des vertus du prince. Gargantua est au fond le protagoniste essentiel d'une évolution où il n'est pas qu'un être malléable entre les mains de ses précepteurs. Il illustre à la fois la responsabilité de ceux-ci par bien sûr le gigantesque gâchis de ses débuts et les besoins d'une nature exceptionnelle en devenir que le précepteur efficace ne fait au fond que servir. Tout son être à la fois exalte la suprématie d'une méthode sur l'autre et la cantonne au rang de service. Et c'est ce dont témoigne enfin la part prise par les différents actants de cette aventure princière. Donc j'en reviens à l'infinitif qui joue un rôle significatif, d'abord en tant que forme non personnelle du verbe et notamment quand son agent est indéterminé. La relation personnelle entre Ponocrates et son élève est décisive, on le sait, et c'est ce que prônaient les humanistes. Inversement, la critique des autorités scolastiques passe par la dissociation qui se fait en deux chapitres. D'abord, leur présentation au chapitre 14 et leur discours au chapitre 21. Discours qui est en fait réassumé par Gargantua dans son dialogue avec Ponocrates et ce qui les médiatise. Leur nom et leur nombre, évoqués au chapitre 14, sont vite oubliés. Ils ne servent qu'à dépersonnaliser leur discours et ne sont plus que discours. Et c'est ce dont témoignent, me semble-t-il, de nombreux préceptes attributifs, à groupe infinitif sujet, parfois attribut. Donc je cite que soit autrement peigner, laver et nettoyer était perdre temps en ce monde, que ce n'est tout l'avantage de courir bientôt, mais bien de partir de bonne heure. Aussi n'est-ce la santé totale de notre humanité, boire à ta comme canne, mais oui bien de boire matin, lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur. Et la même chose encore,
se retrouve dans une vaine objection frontale de Ponocrates, une des rares qu'il tente au début, que c'était mauvaise diète, ainsi boire après dormir. À ces usages sentencieux de l'infinitif s'ajoute au chapitre 22 l'effacement de toute référence aux personnes, dans des tours impersonnels sans le prophétique il et le recours représentatif, dans une immédiateté du plaisir qui se confond avec un discours de justification intériorisée. Je cite le passage. Après avoir bien joué, convenait boire quelque peu. C'était 11 pégas pour homme, et soudain après banqueter, c'était sur un beau banc ou en beau plein lit s'étendre et dormir 2 ou 3 heures sans mal penser ni mal dire. Les éléments sont contre nous. À cela, donc, l'éducation humaniste va répondre par des emplois nominaux tout à fait différents de l'infinitif, qui suppose, et c'est le cas bien sûr le plus courant, un agent corréférent au sujet des verbes dont il est régi. Des verbes qui réfèrent à des décisions, des apprentissages et des pratiques au chapitre 23, et au chapitre 24, le verbe pouvoir, opposable au devoir du chapitre 22, qui traduit l'affranchissement de l'élève par la découverte. Alors ce n'est pas à dire que la pratique de Ponocrates élude le discours sur l'éducation, au contraire. Simplement, ça va encore, je vais essayer de crier, de parler beaucoup plus fort. Donc, ce discours se trouve hiérarchisé, ça va comme ça? J'espère que ça va durer longtemps. À l'égard d'une pratique qu'il met en perspective par les infinitifs prépositionnels. Donc, c'est toute la liste que vous avez en fin d'exemplier. Dans les chapitres 21-24, donc le fameux diptyque sur l'éducation, il y a opposition entre le discours de justification scolastique et le discours humaniste, le premier marqué par un dédoublement énonciatif ironique, et ce discours se tapit dans les circonstants. Donc des circonstances dont bien sûr l'agent est corréférent au sujet des verbes principaux, qui supposent l'appropriation par le personnage dénoté par le sujet d'un discours plus général. Et tout va dépendre alors des intentions, des modalités d'application, selon lesquelles se fait cette appropriation du discours, comme l'a montré Jean Séard ce matin, tandis que les scolastiques vont effacer leurs choix personnels sous des prétextes, les choix de Ponocrates sont au contraire assumés et motivés. Donc je commence par les compléments circonstanciels de temps. Ils jalonnent l'éducation scolastique, et ceux qui jalonnent l'éducation scolastique tranchent par leur ampleur et leur modalité évaluative ironique, qui est portée notamment par l'adverbe bien, après avoir bien à point déjeuné, après avoir bien joué, s'est passé et veluté tant, ou encore dans l'infinitif banqueter, qui est opposable au déjeuner, dîner et souper. La présentation humaniste va au contraire privilégier ces derniers verbes et comporte en outre un complément qui marque l'opposition au lieu d'arboriser, qui traduit une souplesse d'organisation adaptable aux circonstances extérieures, conformément au tempérament de l'enfant. Du côté des compléments de but, il surimpose à cette gestion du temps le discours de justification des personnages. On trouve de nouveau une modalité évaluative portée par l'adverbe mieux, qui fait office d'indice d'ironie dans la section scolastique, pour mieux ébaudir ses esprits animaux ou mieux en forme expédier ses prières. Et c'est une mise en perspective dans la section humaniste pour mieux son œuvre commencer, indiquant un projet pédagogique. Plus généralement, les marqueurs axiologiques sont présents dans le discours médical, invoqués de part et d'autre par les personnages, et ça fait apparaître ces discours comme constitutivement correctifs. Donc c'est justement l'histoire de la diète dont a parlé Jean Séard, tout dépend alors de son application. Pour Ponocrates, la modération, réfréner les abois de l'estomac, la vigilance à l'égard des circonstances externes particulières, corriger l'intempérie de l'air, et un projet de développement positif, s'exercer, le thorax et poumons, galantir les nerfs. Ainsi, une déconstruction se fait. Le discours scolastique, au fond, se déconstruit lui-même, d'un chapitre à l'autre, par le dévoilement aussi des motivations matérielles de Gargantua, expédier ses prières, savoir quel rot était en broche. Le discours humaniste s'affirme quant à lui dans la déconstruction, d'abord par la figure de correction, non pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, et dans un effort de motivation, et c'est aussi dans ce cadre qu'on trouve un complément causal par ne soit être exercité. Travail de déconstruction encore que celui qui passe par les compléments de manière par 100, qui modalise les énoncés par une évaluation négative, donc appliquée négativement aux pratiques scolastiques par Ponocrates, faussement laudative dans le chapitre 22 à propos de Gargantua, donc suivant les préceptes scolastiques, et enfin laudative au chapitre 23 à propos de ses prestations sportives. Ces compléments sont incidents aux verbes repaître et dormir, c'est très net dans la section scolastique, et à des verbes de mouvement dans la section humaniste. Enfin, j'ajoute à ces compléments prépositionnels les compléments de progrédience, qui sont peu nombreux mais explicites.
sur les motivations des protagonistes. Dans le chapitre 22, ils allaient prendre quelques conils au filet, voir les garces d'entour, sur un fond d'immobilisme assez flagrant quand même, et ils sont de l'autre côté nombreux, ils régissent des listes de compléments d'objets, des interrogatifs indirects, ils sont aussi variés sémantiquement par d'autres verbes que le verbe voir, par exemple visiter et ouïr, dans la section humaniste où se développe la curiosité de l'élève. Ils soulignent non seulement la mise en mouvement du prince, grâce aux efforts conjugués de Ponocrates et de gymnastes, mais un appétit de savoir et de voir qui doit, au-delà de la stimulation du précepteur, mouvoir intimement le souverain. Or, c'est précisément ce qui se produit, comme le montrent les périphrases verbales diathétiques et les tours pronominaux. Donc, je commence par les occurrences du tour factitif dans les chapitres 23-24, qui traduisent la prise d'autonomie de Gargantua par la variation sur le nombre, la nature et le rôle des actants. D'abord, il est l'objet d'une action déléguée, la purgation par l'élébore, puis il s'approprie son apprentissage de l'intérieur par le désir de se faire valoir, puis il assume avec Ponocrates des actes de commandement dans la délégation, fait rapporter des livres, allumer un feu, et acquiert la maîtrise de divers outils, dont le cheval, tandis qu'il devient impossible de le faire agir contre son gré en le faisant mouvoir de sa place. Quant aux tours pronominaux, ils reflètent une ouverture au corps, puis au monde, jusqu'à l'autonomie. Ils sont déjà bien représentés dans la liste d'expressions lexicalisées du chapitre 11, où prédominent les réfléchis, et où je voudrais juste souligner la remarquable interprétation réciproque finale entre l'enfant et les petits chiens de son père, d'une construction qui est normalement réfléchie. On se lèche les badigouins, c'est là ils se les lèchent entre eux. Voilà, donc ça c'est un exemple que vous avez au début de l'exemplier. Et naturellement aussi, ces verbes pronominaux sont à l'honneur dans l'épisode du torche-cul, je me torchais, mais surtout ils se multiplient dans les chapitres 23-24 pour aboutir à l'image finale des automates, qui est vraiment la dernière image du chapitre. Alors revoici les automates. Ce qui m'a intéressé, c'est au fond leur place dans ce chapitre et dans cette série. À propos de ce néologisme, Gérard Milcoutingon a émis l'hypothèse d'une réflexion sur ce qui meut le prince, sur ses ressorts intimes en quelque sorte, qui introduirait ainsi le tableau des désordres et de la tyrannie dans la guerre picrocolline au chapitre suivant. Dans ce cas, ce passage ferait aussi office de transition. Il me semble que cette hypothèse présente une certaine cohérence avec la valorisation des ressorts du prince qui se fait jour au long de sa formation. En effet, la traduction de l'hellénisme automate par la formule « soit mouvant eux-mêmes » vaut par le choix de souligner la valeur réfléchie du premier élément par un renforcement qui est inhabituel dans cette construction-là. On ne se meut pas soi-même, une construction à effet neutre, ainsi que par le recours au participe qui installe le prince, ainsi métaphorisé, dans la spontanéité de ses motivations. Alors l'image, bien sûr, c'est difficilement concevable, elle est difficilement concevable comme totalement laudative à nos esprits modernes qui sont marqués par une longue histoire de machines inquiétantes qui ont échappé à leurs créateurs et qui sont toujours des machines quand même. Mais il faut bien voir qu'elle est aussi peut-être à la louange de l'autonomie de la vie et à la gloire du souverain dans la fabrique du prince. Je conclus. Le traitement des verbes dans les chapitres qui sont consacrés à la formation de Gargantua éclaire la figure royale d'une manière qui me semble structurante dans l'économie du récit, non seulement du point de vue générique par la conciliation, qui est ainsi permise entre l'observation de l'enfance, les codes chevaleresques et les traités pédagogiques, mais du point de vue de la constitution politique du personnage éponyme et de sa confrontation aux deux autres figures royales de Grangousier et de Picrocole. Par les calembours d'abord, le successeur de Grangousier s'impose de façon novatrice par sa maîtrise de la parole et par son maniement tout politique de celle-ci. Dans les listes de verbes, par l'exploitation donc de la valeur aspectuelle de ceux-ci, le prince est mis en scène dans une temporalité spécifique dont le maître mot est la continuité. Les préoccupations des nouveaux pédagogues entrent au fond en relation avec les promesses d'une nature princière qu'il s'agit d'accompagner au long d'un épanouissement qui se veut infini et maîtrisé en même temps. Enfin, au cœur de la structuration syntaxique du discours sur l'éducation, les verbes invitent à opposer à la dépersonnalisation des préceptes scolastiques non seulement, bien sûr, le rôle prépondérant du précepteur et le bien fondé de ses méthodes, mais l'avènement d'une figure autonome de prince accompli que plus rien ne dispense désormais d'interroger sur ses ressorts intimes.